Right. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du rétablissement. Est-ce que c'est clair? Oui. Il y a quelqu'un qui vient de se casser la gueule, ça commence mal. Je vais aussi aborder les deux autres questions essentielles, empowerment et inclusion sociale, pour aller à la bataille à la fin. D'accord? Donc, ce que je cite toujours, et ceux qui ont entendu déjà ce discours, surtout ne ronflez pas. J'avais 18 ans, j'ai demandé au psychiatre ce qui n'allait pas avec moi. Ici, ça concerne la schizophrénie, non pas la maladie bipolaire, mais c'est le même genre de cinéma. Il me dit, vous avez une maladie appelée schizophrénie chronique, c'est une maladie qui est comme le diabète. Si vous prenez des médicaments pour le reste de votre vie et évitez le stress, peut-être que vous pourrez le surmonter. Et comme il parlait, je sentais ces mots réduire à néant mon espoir déjà fragile, mes rêves et les aspirations de ma vie. Encore quelques 22 ans plus tard, j'entends toujours l'écho de ces mots comme un souvenir taraudant qui demeure en moi. Maintenant, je comprends pourquoi cette expérience m'a fait tant de mal. En résumé, le psychiatre me disait que ma vie, simplement parce que j'avais l'étiquette de schizophrène, était comme un livre fermé. Il me disait que mon futur avait déjà été écrit. Mes objectifs et les aspirations qui me faisaient rêver étaient simplement des fantasmes dans le cadre de son pronostic de catastrophe. OK? Donc là, elle parle de schizophrénie, mais on est dans le même domaine que les gens avec le maladie bipolaire. La date 96, c'est la date de la publication, le discours qu'elle a fait, c'est célèbre, c'est début des années 80. Fondamentalement, elle est en train de dire, dans ce pays horrible, les États-Unis, je ne suis pas en train de parler de la France, pas encore. Dans ce pays horrible des États-Unis, une fois qu'on a un diagnostic psychiatrique important, on est foutu à vie. Il n'y a plus de place dans la société pour des gens comme ça. Tout un mouvement est né de ce type de discours. Okay, c'est un mouvement, de nouveau, je souligne le fait que nous sommes aux États-Unis ici. Ils sont dans un système où tout le monde n'a pas accès à des soins, où 80% des personnes vivant avec un trouble psychique important, grave, sont où? En prison. Okay, ce sont les lieux qui gardent les gens qui sont difficiles à caser. Donc, toute une série de mouvements se mettent en place. Ils disent, nous sommes les ex-users of psychiatry, les anciens usagers de la psychiatrie, les survivants de la psychiatrie. Et ils se battent non pas pour aller mieux, ils se battent pour leurs droits fondamentaux. Ils disent, on veut une place dans cette société, puis merde. Ils publient donc leur arme de guerre, ils publient des comptes rendus de leur rétablissement de maladies mentales graves. Ils disent, oui, j'ai cette maladie, mais aujourd'hui, je vais mieux. Et ça, c'est les célèbres livres de Patricia Deegan, qui est en train d'écrire ses livres en tant que professeur d'université, etc. Ils introduisent la notion de recovery, en anglais, traduit par les Canadiens en rétablissement. Ils n'utilisent pas le mot guérison. Je ne suis pas guéri. Je vis toujours avec ça. Au début, ça me bouffait 98% de ma journée. Maintenant, c'est que 3% de ma journée. Mais le reste du temps, je vais bien. Ok, ils dénoncent la stigmatisation, la discrimination, l'isolement, l'enfermement, surtout l'enfermement. Et ils revendiquent le droit de rêver, le droit d'espérer, d'avoir l'espoir de notre place dans cette société. Rêver, ça existe en français? Ah, to dream, oui, merci. OK. Évidemment, nous sommes toujours aux États-Unis là. Les Américains, lorsque tu dis to dream, est-ce qu'il y a des Américains dans la salle? Ah, vous ne les avez pas laissés entrer. Ah, ils ne sont pas venus. D'accord. To dream, ça fait penser à quoi aux États-Unis? I have a dream. OK. Et le rêve de Martin Luther King, c'était quoi? L'égalité. C'était quoi? L'égalité.
Oui, et les images qu'il donne dans le célèbre discours, c'est quoi? Côte à côte, mes enfants sont en train de jouer, les enfants noirs, dans la même cour d'école avec les enfants blancs. Les fils des esclavagistes et les fils et les filles des esclaves vont manger autour de la même table. Ils vont étudier dans les mêmes écoles. Ils vont aller aux mêmes universités. Il y a une place dans la société pour nous. Il y a une place dans la société pour nous. Il y a une place dans la société pour nous. Est-ce que c'est clair? Donc c'est une revendication, rêver, le droit de rêver, le droit d'avoir de l'espoir, le droit de s'imaginer un avenir dans la société. C'est la grande revendication de ce mouvement-là. Et on s'appuie là-dessus, nous. Voilà les discours. OK. Et il souligne tout à la fin, donc je vous ai déjà donné les types de métaphores qu'il utilise, mais il souligne à la fin, I have a dream today. J'ai fait ce rêve aujourd'hui. Je l'ai là avec moi aujourd'hui, ce rêve. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut que ça bouge. Est-ce que c'est clair? Surtout, la moitié du discours de Patricia Deegan, le professeur d'université, se rétablir, ce n'est pas seulement se rétablir de la maladie, c'est se rétablir de l'exclusion sociale qui va avec la maladie. J'utilise le terme rétablissement non seulement en référence au processus par lequel on se remet d'une maladie mentale, mais aussi à celui par lequel on se remet des effets de la pauvreté, d'être un citoyen de seconde zone, de la stigmatisation intériorisée, des mauvais traitements et traumas subis de ces personnes qui sont là pour vous aider, et des effets destructeurs pour l'esprit du système psychiatrique. Évidemment, il parle des États-Unis, pas d'ici. Nous sommes où, là? D'accord? Elle imagine donc les images que donne ce mouvement. C'est le jeune, et on peut imaginer ça en France, il y a des gens dans cette salle, dans cette situation, jeunes, 18, 19 ans. C'est haut et c'est bas dans sa vie, c'est depuis longtemps. Tout d'un coup, ça commence à être grave. Il est inscrit à la fac pour sa première année. On dit, non, vous allez à l'hôpital. Il va à l'hôpital. Il est hospitalisé, donc le discours que je donne, ça existait toujours, Maison Blanche, c'était à 25 km en banlieue, 1h30. Bon, Sainte-Anne, c'est au milieu de Paris, d'une manière ou d'une autre. Mais bref, quelques semaines plus tard, il n'a pas payé sa facture de téléphone portable, et donc il n'y a plus personne qui peut le téléphoner. Son réseau personnel, c'est son réseau de copains de l'école, ne l'appelle plus. Entrer à Sainte-Anne, c'est épouvantable. En plus, pour les visiteurs, c'est ouvert à quelle heure? Vous avez vu? C'est marqué à l'entrée. À quelle heure on a le droit d'aller visiter quelqu'un? Est-ce qu'on a le droit de visiter quelqu'un ici à Sainte-Anne, hospitalisé? Oui. Quels sont les horaires? Ah oui, il ne faut pas avoir un boulot, c'est ça? Ah non, c'est le soir, c'est possible? Non. C'est ouvert? 20 heures. Donc ça fait du progrès. Et le dimanche aussi? Toute la journée? Je taquine. Et les jours fériés. Très bien. Donc bref, quoi qu'il en soit, une des grandes difficultés, c'est que petit à petit, le jeune en question perd son réseau, le réseau existant. L'année suivante, il doit se réinscrire à la fac, mais il n'a plus l'énergie, il n'a plus le courage. Il ne le fait pas. Il est constamment en train de faire des allers-retours entre le système hospitalier, le système de soins et le domicile. Et cette période, cette longue période où les gens vivent la maladie de manière la plus dure, c'est aussi ce n'est pas de l'exclusion sociale dans un sens actif du terme, c'est une espèce de désinsertion sociale. Se remettre de ça, c'est la moitié du boulot. Il faut recréer tout un réseau de A à Z, X ans plus tard. Donc vous savez quelle est la solution, n'est-ce pas? On va voir. Surtout, il souligne aussi le but du processus de rétablissement n'est pas de devenir normal. Sinon, on va finir comme elle. Le but est de devenir l'être humain unique, merveilleux, impossible à reproduire que nous sommes appelés à être. Bref, une fois qu'on a des expériences comme ça, on n'est plus la même personne.
on a appris plein de choses. Est-ce qu'on peut imaginer que peut-être ces choses n'étaient pas toutes négatives? Qu'est-ce qu'on a appris qui peuvent nous servir? Quelles expertises avons-nous acquises dans ces situations? Comment est-ce qu'on peut les valoriser, les mettre en valeur? Tout ça, c'est le discours sur le rétablissement qu'on va voir. Et pourtant, la France, pourquoi je marque pourtant? La France avait été pionnière dans ce domaine. Ici, c'est la formation que nous avons montée il y a 10 ans maintenant dans un programme européen sur le rétablissement, le projet Emilia. Et c'était les Polonais qui ont pondu la formation pour tout le monde sur le rétablissement. Leur premier diapo, c'était ça. Okay. Poussin et Pinel enlèvent les chaînes. J'ai enlevé les 2 derniers mots. C'était quoi? Les chaînes de qui? Des lunatiques. C'est le titre vrai du tableau. Parce que, évidemment, les lunatiques de l'époque à Kremlin-Bicêtre étaient tous enchaînés. Vous avez enchaîné toutes les personnes avec une maladie bipolaire ici, j'espère. Merci, parce que sinon je serais en danger. OK. Ils étaient tous enchaînés. Qu'est-ce qui se passe avec M. Poussin, le cadre de l'époque? Il expérimente l'idée que peut-être qu'on peut enlever les chaînes de ces lunatiques. Et au fait, il a découvert que les gens allaient beaucoup mieux. Et même, il y avait un tas de ces gens qui voulaient donner un coup de main. En fait, ils s'ennuyaient. Ils voulaient aider avec faire le ménage, faire la cuisine, aider les personnes en plus grande difficulté, etc. Bref, toute une série d'écrits par Poussin et Pinel à l'époque. Et ils utilisaient le mot rétablissement. C'est un peu pour cette raison-là que les Canadiens ont choisi de traduire le mot recovery par rétablissement. OK, c'est ça le projet Emilia dont je parlais. Aux États-Unis, toujours ce pays primitif, tout un ensemble d'études ont essayé d'examiner est-ce que ce que disent ces gens comme Patricia Deegan, ces gens qui critiquent le système psychiatrique, est-ce qu'ils ont raison ou pas? Est-il imaginable que les gens avec la schizophrénie, avec une psychose, avec une maladie bipolaire, peuvent aller mieux? Et au fait, la réponse c'est oui. Colonne de gauche, le type de maladie. Schizophrénie, maladie mentale grave, psychose, idée délirante, d'accord? Maladie mentale grave, ça vous inclut, vous, maladie bipolaire. Auteur de l'étude, la 2e colonne, l'année de publication, et ils ont suivi les dossiers médicaux pendant, M. Bleuler, pendant 23 ans, de regarder les dossiers médicaux pour conclure qu'entre la moitié et les 2/3 des gens, 10-15 ans plus tard, vont mieux. Merde. Ils vont mieux. Leur définition de rétablissement varie d'une étude à une autre. Très typiquement, c'était « n'est plus suivi en psychiatrie » ou bien « n'a pas été hospitalisé depuis 2 ans » ou bien « a un travail » ou bien « vit au milieu ordinaire et gagne sa propre vie ». Une série de définitions, mais très typiquement, c'est « n'est plus suivi en psychiatrie » depuis 2 ans, typiquement. Juste pour vous donner une idée, toutes ces études ont eu lieu dans toute cette période de 1975 à 2000. Et ça, je m'adresse aux Français dans la salle. Ces études n'ont jamais eu lieu en France. On ne sait pas si les gens vont mieux en France ou pas. Qu'est-ce que vous faites? Mais c'est pas possible. OK, c'est le syndrome d'un pays qui dépense un fric fou pour un système de santé qu'il n'évalue pas. Bon, je vais me faire attaquer là tout à l'heure, mais c'est comme ça la vie. Les gouvernements agissent. Nouvelle-Zélande, donc la partie civilisée du monde. Mental Health Commission fixe comme objectif principal du système de santé mentale le rétablissement des personnes vivant avec un trouble psychique important. États-Unis 2003, Irlande 2005, Royaume-Uni
C'est une petite île jusqu'au nord de la Normandie. Royal College of Psychiatrists, donc le Collège national des psychiatres, a common purpose, un objectif commun, le rétablissement dans les services de santé mentale. Une décision de 2007, on n'a pas eu ce type de décision chez nos psychiatres ici en France. Le ministère de la Santé en Angleterre, la magnifique loi « Pas de santé sans santé mentale ». Il est impossible d'imaginer une santé sans parler de la santé mentale. Avec un objectif national, davantage de personnes connaissant des problèmes de santé mentale se rétabliront. L'Australie, 2013. Le Canada, 2015. La France, 2017. D'accord? Le décret 2017-1200 du 27 juillet 2017 relatif au projet territorial de santé mentale, le parcours de santé et de vie de qualité et sans rupture, notamment pour les personnes présentant des troubles psychiques graves et s'inscrivant dans la durée en situation à risque de handicap psychique en vue de leur rétablissement et de leur insertion sociale. Ok, donc enfin, ça arrive en France quand on se dit l'objectif de toutes nos structures de soins et du médico-social, il y a des gens du médico-social dans la salle, je les vois, tous ces gens, l'objectif maintenant, c'est que les gens dont vous vous occupez iront mieux. Demain, ils ne seront plus là, parce qu'ils vont mieux. Mais comment est-ce que je gère ma structure médico-sociale si les gens vont partir? Vous êtes fous. Je taquine, parce qu'elle est en train de me regarder avec un sale regard. Ok, exemple des formations qu'on fait donc WRAP, Wellness and Recovery Action Planning. Ça, c'est dans la Hertfordshire, c'est la zone au nord de Londres, la région nord de Londres. On met les patients autour de la table. Les gens, ils ont tous un classeur avec 8 chapitres dedans. Le numéro 1, il bosse sur le bien-être. Donc, toutes ces personnes avec les psychoses, avec la maladie bipolaire, ils travaillent ensemble sur c'est quoi le bien-être pour moi. Et ce type de travail est très typiquement, premièrement, les gens sont très choqués parce que jusqu'à maintenant, dans le système de soins, on m'a traité comme un problème. On ne s'intéresse seulement à ce qui ne va pas. Mais c'est quoi ces gens tordus qui me demandent qu'est-ce qui va bien? Bref, d'imaginer que la personne dans les systèmes de santé, c'est quelqu'un qui va bien, qui a des qualités, qui a un tas d'aspects de sa santé où la personne est en forme. Il y en a quelques-unes qui vont moins bien. Mais bref, de concevoir la personne non pas comme un problème, mais comme plein de solutions possibles. Bref, et il bosse sur, tout le monde autour de la table, il bosse sur, et qu'est-ce qui se passe si j'ai une rechute? Comment je veux que ça se passe comment? La dernière fois que ça m'est arrivé, ça s'est passé comment? Comment est-ce que ça pourrait se passer la prochaine fois? Je veux qu'ils appellent qui? Si la personne de confiance, c'est qui, etc., etc. Donc, ici au milieu, les déclencheurs. Donc, c'est quoi une mauvaise journée pour moi? Qu'est-ce qui peut foutre en l'air ma journée? À quoi vous avez pensé? C'était qu'il n'a pas eu son café le matin. Le coup de fil de la belle-mère. Tout un ensemble de choses qui peuvent... Et en plus, c'est différent d'une personne à une autre. Qu'est-ce qui peut déclencher une crise chez moi? Qu'est-ce qui peut me faire chuter dans une spirale dépressive pour une personne qui a une maladie bipolaire? Ce sont des choses dont vous discutez, j'espère. Qu'est-ce qui peut me rendre heureux? Comment est-ce que je peux rester à un niveau raisonnable pour tout le monde, etc. Donc, un exemple de comment est-ce qu'on travaille dans un autre pays. Aux Pays-Bas, la formation des pères aidants et l'importance des pères aidants, donc c'est ça qu'on découvre dans tous ces pays qui mettent en place des programmes nationaux sur leur établissement.
c'est que tout d'un coup, on voit l'importance de valoriser l'expertise d'expérience. Bref, les personnes avec une maladie bipolaire dans cette salle, vous servez à quelque chose. Vous avez carrément des responsabilités à cause de ces expertises que vous avez acquises en matière de maladie bipolaire et de sa gestion. Vous avez une responsabilité au boulot, merde. Au boulot pour donner un coup de main aux autres, pour aider les personnes qui arrivent là-dedans, qui n'ont pas une réflexion là-dessus, qui sont juste en train de subir. Comment est-ce qu'on peut gérer ça? Est-ce que mon expérience peut vous aider? Et ensuite, dès que vous commencez ça, vous êtes employé à plein temps. Et on constate ça dans toutes les maladies graves psychiques. Là, hier soir, j'étais avec tout ce qui était addiction, toxicomanie. L'importance des pères aidants, il n'y a rien, c'est incroyable. C'est eux qui sont sur scène et c'est eux que le public applaudit. C'est une évidence. Trimbos Institute, nous sommes à Utrecht. Donc, savoir communiquer. Donc, ils forment les gens sur comment les personnes vivent avec un trouble psychique grave, comment utiliser ces compétences pour aider d'autres gens. Savoir communiquer avec autrui sur les expériences difficiles qu'on ne le maîtrise pas. Savoir se distancier de ses expériences. Savoir témoigner de son expérience de la maladie. Y compris des choses difficiles, mais aussi des choses bien qu'on a vécues, mais témoigner de ça. Dans les groupes à Utrecht, autour de la table, les gens, un an plus tard, ils disent tous, au fait, oui, c'était vachement important que j'apprenne, moi, à raconter ma propre histoire et à pouvoir raconter des choses que je n'osais pas raconter avant, à pouvoir mettre des mots sur des choses, sur des situations auxquelles je refusais de penser. C'était vachement important pour moi, ça. Mais ce qui m'a aidé, moi aussi, c'était d'écouter les histoires des autres. Au fait, la maladie bipolaire, c'est pas pareil pour tout le monde. C'est différent pour elle, c'est différent pour lui, etc., etc. C'est différent pour les jeunes, c'est différent pour les vieux. Petit à petit, autour de la table, les gens apprennent, pour moi, la maladie bipolaire, c'est comme ça s'est manifesté comme ça, je le vis dans ma vie quotidienne comme ça, je le gère comme ça. Pour elle, c'est complètement différent. Pour lui, ça n'a rien à voir. Pour lui, c'était comme ça. Et ces gens-là, tout d'un coup, lorsque l'université en question qui avait commencé à expérimenter ça, lorsqu'ils sont allés voir, ils ont tout de suite recruté tout le monde à plein temps. Okay, c'était expérimental au départ, le programme TREE, mais maintenant, dans ce système-là, ces gens sont employés, et non pas par le ministère de la Santé, mais par le ministère de la Justice, pour défendre les intérêts des personnes vivant avec une maladie psychique. Donc, vous avez quelqu'un qui vous accompagne et qui gère toutes les différentes silos dans notre système sanitaire et social. Vous avez quelqu'un qui défend vos intérêts. Parce que vos intérêts, lorsqu'on a un trouble psychique grave, ce n'est pas seulement un problème de santé, pas seulement un problème médical. C'est aussi un problème d'avoir un logement, c'est un problème d'avoir un boulot, c'est un problème d'avoir des voisins qui me font chier. C'est comment gérer tout ça, comment gérer ma vie amoureuse. 1000 différents aspects, 1000 différentes institutions avec lesquelles on doit interagir. Dans d'autres pays, ils ont trouvé d'autres solutions. En Slovénie, par exemple, où j'étais il y a 2 ans, ils ont systématiquement des travailleurs sociaux dans la mission. De nouveau, ce n'est pas par le même ministère que le ministère de la Santé, dont la mission, c'est de défendre les intérêts de la personne face au système et de l'accompagner sur son parcours de rétablissement. Mais quelqu'un qui n'est pas un professionnel de santé, qui est un professionnel des droits, il y va aussi de vos droits. MB Project, Aarhus, Danemark. OK, ils ont mis, donc c'était en 2001, une annonce dans le journal. Le système de santé, vous êtes professionnel de santé?
vous êtes tombé malade, maladie psychique importante, vous êtes en congé longue maladie, on souhaite vous recruter pour devenir expert d'expérience dans le système de soins. Donc, ils étaient bombardés, 110 personnes, ici ça date, le diapo en question date de 2005 environ, 110 personnes déjà réintégrées. Appel à candidature dans les journaux, 100 jours de formation, 50 en stage dans les services, une personne référente par service, la création de nouvelles fonctions dans les équipes de soins. Une grande particularité, ces gens-là ne sont plus jamais malades. Ils ne prennent jamais plus de congé maladie. Bref, tout d'un coup, le fait qu'ils ont une maladie, ce n'est plus un problème, mais c'est une solution. C'est avec ça qu'ils travaillent. Et au fait, ils ne sont plus malades. Toutes les professions, principalement infirmiers et soignants, mais aussi médecins, psychologues, travailleurs sociaux. Le plus fréquent, troubles de l'humeur, maladie bipolaire, etc. Ensuite, les addictions. Exemple, Carsten, 52 ans, trouble de la personnalité, abus de produits, maintenant stabilisé. Il bosse dans un centre, il anime un atelier de bricolage pour des usagers de psychiatrie qui réintègrent un logement. Le numéro 2, Kirsten, infirmière, 48 ans, suivie pour trouble bipolaire depuis 20 ans. Travaille à temps partiel, 24 heures par semaine, dans une structure résidentielle pour des patients à long cours, psychose sévère. Membre à part entière de l'équipe, une des rares infirmières dans la structure, elle est souvent chargée de la distribution de médicaments. Elle anime la formation psychoéducative des résidents, comment gérer sa vie, ses traitements. Elle a initié plusieurs groupes avec les résidents qui travaillent sur les problèmes d'addiction, de surpoids. Kirsten, on l'a invitée dans des CMP ici à Paris. Incroyable dame, une viking, presque 1m80, 5, blonde, jusqu'ici, elle peut-être 110 kilos, très impressionnante comme figure, mais qu'elle pétait la forme. Et dans les services avec les professionnels, et en plus elle parlait un mauvais anglais assez vite, avec plein de danoiseries là-dedans. Mais les autres professionnels de la psychiatrie étaient juste très impressionnés par le discours et l'enthousiasme et la générosité de cette femme avec sa maladie bipolaire. Donc tu reconnaissais parfois des symptômes. Elle disait qu'elle prenait un traitement, etc., etc. Bref, très convaincant comme discours et très émouvant comme personnage. Magnifique. Dans tous les sens du terme. Comme j'ai dit, taux d'absentéisme pour des raisons de maladie nettement plus bas que les salariés non handicapés. Niveau élevé de satisfaction avec le travail, sentir qu'on a besoin de moi, que je pouvais être utile à quelqu'un. Donc, un célèbre discours, donc lorsqu'ils avaient fait le premier retour public, c'était à la télévision, etc., ça fait pleurer le Danemark. C'est l'enfant de 15 ans qui s'est mis debout dans la foule pour dire que aujourd'hui je suis fier de ma mère. C'est le premier jour que je peux être fier de ma mère. Ma mère qui était déprimée et bizarre toute notre enfance. Et là, je la vois sur scène. Elle est magnifique. Tout le monde l'admire. Je suis fier de ma mère. Ça a fait pleurer tout le pays. De magnifiques moments. Une valeur ajoutée significative pour la société en général, car les personnes travaillent et paient des impôts. Aujourd'hui, généralisation du programme à d'autres fonctions publiques, les forces de l'ordre et l'éducation nationale danoise. Bref, ils recrutent des profs en congé longue maladie pour enseigner la santé en milieu scolaire. Pareil, ici, un chez soi d'abord. Il faut que je me taise, c'est ça? Le recrutement des médiateurs santé par un chez soi d'abord. Donc ici, c'est des gens qui ont aussi une expérience de la rue. Vous connaissez le programme un chez soi d'abord? Oui. C'est quoi la formation de ces gens? Ils sont timides ou ils dorment? Ah, ils dorment jamais. Ils n'ont pas le droit. Ok. Les médiateurs sont typiquement une que je connais très bien, une
personne qui a commencé l'alcool à l'âge de 15 ans, qui vivait dans la rue pendant des années, une dame, mais juste incroyable, qui a maintenant 40 ans et qui maintenant quasiment maître de conférence et qui anime tout ce qui concerne la médiation dans un chez-soi d'abord, ici à Paris. Participation des usagers dans la réflexion sur les orientations du projet, donc constamment dans le projet un chez-soi d'abord, le comité d'usagers qui joue un réel rôle. Par quel chemin l'empowerment? OK. Vous avez cette notion en France? Ça existe ici? Démocratie. Démocratie, démos, c'est quoi? Kratos, c'est quoi? Le pouvoir. C'est qui a dit ça? Vous lui faites un bisou, s'il vous plaît. C'est bien. Kratos, le pouvoir. Oui, le pouvoir. Il y va de donner le pouvoir au peuple dans une démocratie. Est-ce que c'est clair? C'est un peu cette notion de l'origine de cette notion de empowerment. OK? J'entends que notre but devrait être d'accroître les possibilités pour les gens de contrôler leur propre vie, de prendre le pouvoir sur leur propre vie. Donc, si vous voulez le traduire, juste traduisez-le, mais trouvez un terme avec pouvoir dedans. Est-ce que c'est clair? Vous avez compris le sens du... Yes, we can, donc Obama qui souligne le fait que ce n'est pas yes, I can, mais que c'est une notion sociale aussi, collective aussi. Yes, we can. Imaginez le service social, médico-social, sanitaire comme une boîte à outils à la disposition de l'usager dans le cadre de son projet de vie. Bref, on ne va pas à l'hôpital pour se faire soigner, on va à l'hôpital pour apprendre à se soigner. Est-ce que c'est clair? L'usager se prend en charge. Pas de déresponsabiliser dans une prise en charge hétéronome. C'est un terme que je déteste dans le système de santé français. Prise en charge. Merde, je m'occupe de moi-même, s'il vous plaît. Je ne veux pas être pris en charge. Il peut compter sur une aide adaptée à son problème et non pas adaptée à la seule offre. Il se forme. Bref, on va à l'hôpital non pas pour se faire soigner, mais pour se former. C'est même pas apprendre, c'est tu es acteur de ton apprentissage. Se former. Comment prévenir, comment vivre avec, comment mieux se soigner, comment construire son projet de vie. Et c'est aussi un lieu où on peut s'imaginer un avenir en tant que père aidant professionnel. Donc, de penser la prochaine fois que vous allez à l'hôpital, la prochaine fois que vous allez dans votre structure médico-sociale, etc. Ah, ici c'est chez moi. Je veux ça, 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 s'il vous plaît. Je voudrais que ça s'organise comme ça. Mais vous voulez que je prenne un traitement, mais comment est-ce que ça marche, ce traitement-là, s'il vous plaît? Bref, se former, c'est chez vous. Il faut que ça marche pour vous. Qu'on soit clair là-dedans. Imaginez le professionnel non pas comme un gestionnaire des urgences, un régleur de problèmes ou un sauveur, mais comme un enseignant, un formateur, un accompagnateur, un advocate, un défenseur, quelqu'un qui défend vos intérêts. Et c'est ça le discours qui marche avec les professionnels de soins, les infirmiers, parce que j'essaie de leur dire, vous n'êtes plus des soignants. Désolé. Quoi? Vous êtes maintenant des formateurs. Vous êtes des profs. Vous, votre rôle, c'est de donner les compétences à la personne pour que la personne puisse s'occuper d'eux-mêmes. Est-ce que c'est clair? Et au fait, c'est un discours qui marche. Donc, utilisez-le dans vos propres stratégies avec les institutions. C'est un expert avec une boîte à outils à la disposition de l'usager dans le cadre de son projet de vie et à la disposition de la ville pour l'aider à intégrer l'usager de la psychiatrie. C'est un expert qui passe la moitié de son temps, non pas avec la personne, mais avec la famille de la personne, avec les collègues de la personne, avec l'employeur de la personne, dans le quartier, avec les filles.
Ok. Le rôle d'un professionnel de soins, c'est de s'occuper, c'est de former tout le monde pour que ça marche. Ok, le chemin vers l'empowerment, construire sur ses forces, en anglais strengths building. Bref, on focalise, et ça nécessite une révolution dans notre système de soins ici en France, on focalise sur les forces de la personne, sur ses compétences, sur ce qu'il sait faire, sur ses qualités, et non pas sur ses problèmes, sur ce qui ne va pas. Je passe mon temps avec les professionnels de soins en train de dire passez 51% de votre temps à bosser sur les forces de la personne, à faire la fête avec la personne. Si vous passez en dessous de 51%, je vous fous des baffes. Bref, pensez, parce que c'est en dépassant le 50% que vous allez le penser à la personne comme un être positif. Et non pas comme juste un problème. Et c'est notre gros problème avec notre système, avec tous ces gens qui ont été... Il y a des professionnels de la santé dans cette salle? Ah, vous les laissez entrer? D'accord. Et ça marche? Yes. Il y va beaucoup aussi de la formation des gens, aussi de l'accompagnement des gens. Et l'importance des pères aidants, je ne peux que le dire. Ok. La troisième et dernière partie de ce discours, c'est cette notion d'inclusion sociale. Mais vous comprenez l'inclusion sociale, n'est-ce pas? J'ai le droit d'en parler ou pas? Ok. Vivre avec une maladie chronique, il ne suffit pas de donner les moyens à la personne malade ou handicapée pour qu'elle s'adapte, s'intègre. La réhabilitation ne suffit pas. Il faut aussi changer le monde. Et là, je regarde les professionnels de santé parce que c'est votre boulot aussi. Changer le monde. D'accord? L'exemple, je donne toujours, mais mettez cet exemple dans votre tête parce que ça peut vous servir lorsque vous faites ce type de discours à d'autres gens. La personne paraplégique. La personne a eu un accident terrible de voiture. Elle arrive à l'hôpital, elle se fait des interventions, et puis un beau jour, elle se réveille, il y a un médecin devant elle qui dit « Désolé, c'est foutu, à vie. Vous n'allez plus jamais marcher, vous êtes paralysé à vie. Mais on a des solutions. » Et donc arrive un ergothérapeute ou un infirmier avec un fauteuil roulant à côté du lit et passe des jours à enseigner à la personne comment utiliser un fauteuil roulant, comment monter dedans. Quand il y a des choses compliquées dans un fauteuil roulant, comment faire pipi dans un fauteuil roulant, hein? Vous savez comment faire. Etc., etc. Ça s'apprend, toute une série de choses. Et donc la personne est à côté de leur lit dans le fauteuil roulant et fait des allers-retours comme ça, tic, 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 tic. Arrive à la porte de la chambre, mais c'est un vieil hôpital, la porte est trop étroite pour le fauteuil roulant. Qu'est-ce que vous faites? Vous cassez la porte, c'est exactement. Elle était plus polie que moi. Ok, vous cassez la porte. Vous êtes, évidemment, pour un Australien, c'est facile. Nos bâtiments, c'était construit il y a 30 ans, ça vaut rien. On casse le bâtiment, on construit un autre. Vous essayez de faire ça au Louvre, les gens râlent. Donc, ça coûte le pot des fesses en France. L'inclusion sociale au niveau architectural déjà. La personne arrive, donc casser la porte, la personne arrive dans le couloir, le long couloir de l'hôpital, c'est génial, regardez, cette distance. Vous pouvez faire des allées et des retours, vous pouvez changer de vitesse sur votre fauteuil volant. Vous arrivez devant l'ascenseur, la porte est trop étroite. Qu'est-ce que vous faites? Là, vous cassez l'immeuble, là, carrément. Hein. Vous mettez en place, vous cassez l'immeuble, vous mettez en place un peu, vous changez l'hôpital, vous bougez. C'est plus à Sainte-Anne, c'est ailleurs. Bref, vous arrivez en bas sur le trottoir,
dans votre fauteuil roulant après avoir cassé les meubles. Et il y a la gouttière. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous mettez une rampe, oui. Ça a coûté des milliards de mettre des rampes partout à Paris. Mais ça existe maintenant, en théorie, partout. OK? Bref, c'est ça, changer le monde. C'est ça, changer le monde. Parce que sinon, la personne handicapée physique dans le fauteuil roulant ne peut pas participer, ne peut pas y aller, ne peut pas arriver à la réunion, ne peut pas aller faire ses courses. OK? Donc, changer la personne, c'est lui donner le fauteuil roulant, lui montrer comment l'utiliser, la formation, lui accorder des droits, l'équité. Changer le monde, aménager la ville pour permettre la circulation de fauteuil roulant. Ensuite, aménager les esprits pour valoriser la différence. Aménager les esprits. Théoriquement, la France, vous êtes des experts là-dedans. Vous avez un truc qui s'appelle l'éducation nationale. Okay, donc c'est toujours le problème avec les vieux pays comme la France. Ces choses mises en place il y a longtemps, des institutions très difficiles à bouger. Très difficiles à bouger. Nous, en Australie, pays primitif, la santé, ça s'apprend à l'école. Moi, dans les années 60, on apprenait la santé. La santé à l'école primaire. On apprenait... L'Australie, c'est un pays où tout le monde nage, et donc on apprenait les gestes qui sauvent à l'école. Vous connaissez cette histoire, vous avez entendu mon histoire là-dessus. Les gestes qui sauvent à l'école. Bon, bref, à l'âge de 12 ans, j'avais le diplôme. Qu'est-ce que c'est? Lifesaver. Premier secours, c'est... Oui. Bref, secouriste, oui. À 12 ans. À l'âge... Et l'Australie, c'est un pays où il y a beaucoup, beaucoup de plages. Et c'est à 50 km, à 60 km. Et le prochain hôpital, ça va être à 100 km. Bref, il faut que tous les citoyens soient formés en matière de santé. Et dans les gestes qui sauvent, etc. À 40 ans, sur une plage en Italie, je suis en train de dormir. C'est une chose merveilleuse. Dormir sur une plage. Et puis j'entends « Help! Help! » Et je me dis « Ça ne va pas du tout. » Je ne suis pas en Angleterre, je suis en Italie. En Italie, c'est « Aiuto, aiuto !» Et puis je me réveille et effectivement, il y a des touristes anglais en train de regarder vers la mer et le corps d'un enfant dans la vague. Nous, à l'école primaire, on apprend que si la personne a disparu, vous attendez la prochaine vague et regardez dedans. Et c'est effectivement ça, on voyait le corps de la petite fille dans la vague. J'ai nagé tout de suite vers, je l'ai sorti avec la tête en dehors de l'eau. Maintenant, j'arrive à raconter l'histoire. Les premières fois, je n'arrivais pas à raconter parce que c'était des automatismes de l'école primaire. C'était comme one and one makes two, l'arithmétique ou l'orthographe, etc. C'est des automatismes. Maintenant, je peux le raconter. Bref, il faut garder la tête en dehors de l'eau avec cette main-là sous le menton. Et ensuite, vous nagez avec un bras, vous gardez la tête hors de l'eau, vous arrivez sur la plage, vous le posez sur la plage. C'est, monsieur, il y a un truc compliqué avec les blancs, parce que lorsque ça se noie, ça devient bleu. C'est l'avantage des noirs, d'accord? Et donc, et ça fait terriblement. Tu apprends à l'école primaire que les blancs, lorsqu'ils sont noyés, c'est bleu. Ça ne veut pas dire qu'ils sont morts. Pas forcément irrécupérables. C'est très mauvais signe. D'accord? Bon, bref, il y avait cette petite fille anglaise, bleue. Ensuite, donc j'ai commencé, tu mesures la taille du visage, si c'est assez petit, tu peux mettre la bouche autour du nez et de la bouche. Si c'est un peu plus grand, il faut que tu fermes les narines, etc. Tu regardes dans la bouche, tu enlèves des choses s'il y a des choses là-dedans. Ensuite, tu commences à souffler régulièrement. C'est ça que moi, j'ai appris à l'école primaire. L'infirmière est en train de rigoler de moi. Et donc, tu respires régulièrement. Ensuite, je ne sais pas s'il y en a dans cette salle. Il y a des gens qui s'appellent des mères. Leur comportement, lorsqu'ils voient un monsieur nu en train d'embrasser leur fille bleue sur la plage, peut être imprévisible.
Et à l'école primaire, dans les années 60, nous, on apprenait à foutre une claque. Et ça marche. Ça marche, c'est génial. J'ai fait exactement ça. Cette énorme dame anglaise essaie de m'empêcher de me pousser, etc., de récupérer sa fille. Je l'ai foutu une barre, boum, sur la joue, et elle s'est assise, clonk, sur ses fesses, sur la plage, et c'était juste magnifique que ça marchait, ce que j'avais pris à l'école primaire. Et puis, l'horrible petite fille en question a dégueulé. Tu apprends à l'école primaire que c'est affreux, mais c'est bon signe. Et donc, petit à petit, le bleu disparaissait, elle redevenait rose, parce que les Anglaises, c'est rose lorsque c'est... Et donc, elle était... et la petite fille, tous les ans, pendant une vingtaine d'années, je recevais une carte postale tous les ans de cette, maintenant, travailleur social dans le nord de l'Angleterre. Mais il y avait des centaines de personnes sur la plage. Pourquoi? C'était l'Australien, en plus qui dormait. C'est parce que j'avais appris à l'école primaire que c'est ça qu'il faut faire. Alors qu'en France, lui, il serait en train d'avoir un débat juridique dans sa tête, mais si j'interviens, machin truc, là, si c'est pas un médecin qui... D'accord, donc, donner à tout citoyen des compétences en matière de santé, c'est la prochaine révolution. De dire que ce n'est pas le domaine spécifique, ce que seuls les médecins et les infirmières peuvent contrôler ce domaine. Non, on change tout ça. Ce n'est plus les soignants, les dieux, c'est des formateurs. Et une fois qu'on est formé, on est formé. Les formateurs à l'école en Australie, c'est pas des soignants, c'est des enseignants. C'est comme l'arithmétique. La santé. Et la santé mentale s'apprend à l'école aussi. D'accord? Donc, au niveau collège, tu apprends... Je crois qu'il va m'attaquer. Au niveau collège, tu apprends les deux troubles psychiques les plus courants en Australie, et c'est le même qu'en France. Le numéro 1, c'est quoi? La dépression. Il y en a dans cette salle. Ok, 8% de la population un jour donné. Plein de gens dans cette salle sont concernés par la dépression. Le problème numéro 2, c'est quoi? À peu près le même. L'alcool. Non, enfin, je sais que les Français ne boivent pas d'alcool, mais... Alcool et dépression, tu apprends au niveau de 11-15 ans. Maladie bipolaire, psychose, schizophrénie, 15-18. Tous ces gens sont dans les mêmes classes avec vous. Mais le fait que vous apprenez tout ça à l'école et qu'il est normal d'en parler. Moi, table de dîner avec les neveux et les nièces, ils parlent de ce genre de choses. Aujourd'hui, je me sens un peu déprimé. Qu'est-ce que tu penses que c'est? Est-ce que c'est... Bref, c'est un sujet qu'on peut avoir de discussion. Et ce n'est pas mal vu. Ce n'est pas stigmatisé. Il me regarde. Ok. Handicap psychique, changer la personne, la réhabilitation psychosociale, apprendre comment gérer ses traitements, comment vivre avec. Ça ne suffit pas, c'est que la moitié du boulot. L'autre moitié, c'est changer le monde. La société doit se réhabiliter pour accepter la participation de personnes exclues en difficulté comme acteurs sociaux à plein de titres. Oui, les personnes avec la maladie bipolaire, lorsqu'elles sont déprimées, elles sont chiantes. Mais on le prend en compte, ce truc-bas. Mais peut-être aussi qu'elles ont des choses à nous dire sur ça. Peut-être que la dépression, ça concerne tout le monde. Et petit à petit, cette discussion peut avoir lieu. Et vous êtes des experts dans le domaine. Donc, ça suffit. Au boulot, Bipol. Au boulot.
Merci beaucoup, Monsieur Tim Grissen. C'est toujours un grand plaisir de vous écouter. Ces messages qui sont très positifs.